Alors, premier enjeu, évidemment, c'est Emmanuel Macron qui est candidat à sa réélection, ça n'a échappé à personne. Président sortant, président candidat, qui se positionne aujourd'hui en chef de guerre. Évidemment, chef de guerre avec cette guerre en Ukraine. Il est le président de l'Europe aussi, donc voilà, il y a cet enjeu-là, ce qui lui donne une stature internationale, une stature européenne, nationale mais aussi internationale, et qui forcément l'avantage un petit peu parce que c'est le président sortant. Et c'est sans doute celui qui peut le mieux mener les débats sur ce front-là, sur le front de la guerre. Il a rencontré Vladimir Poutine, il a montré qu'il faisait des choses dans ce conflit-là. Il a essayé de l'éviter, bon, ça n'a pas fonctionné. Mais n'empêche qu'on voit, notamment dans les récents sondages, qu'il a pris quand même des points. Il flirte avec la barre des 30%, ça pourrait monter, enfin en tout cas ça oscille autour des 30%, notamment depuis qu'il s'est déclaré. Et on sent bien que cette guerre et cette stature, cette fonction internationale lui donne un petit peu des ailes. Il défend évidemment son bilan qui n'est pas mauvais, c'est un bilan quand même marqué par la crise du Covid-19, on ne va pas l'oublier, avec le fameux quoi qu'il en coûte qui a été mis en place et qui, selon aussi les récents sondages, lui donne plutôt des points d'avance parce que le quoi qu'il en coûte, ça a bien fonctionné auprès des ménages, auprès des foyers. Par exemple, les commerçants qui ont été aidés durant cette crise, ça ils ne l'ont pas oublié. Les industriels, les chefs d'entreprise qui ont reçu ces aides financières pendant la crise, ça c'est un bon point pour Emmanuel Macron. Par contre, là où les enjeux sont plus compliqués pour lui, c'est que finalement, il se déclare très tard. Il n'y a pas vraiment de programme, il y a un programme mais qui n'est pas très clair, qui est un petit peu flou sur certains points. Et puis surtout, les réformes et les promesses qu'il avait proposées en 2017, comme par exemple la réforme des retraites, on n'en a pas vu la couleur. Il y avait d'autres réformes, par exemple la Convention citoyenne pour le climat qui devait être une consultation de la population. On voit que finalement il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Donc voilà, quelques promesses, même un certain nombre qui n'ont pas été tenues. Et donc on a un président candidat qui est un peu entre deux feux finalement, qui joue sur l'actualité du moment, la crise du Covid-19 qui est passée, maintenant la guerre en Ukraine, mais qui a un bilan qui finalement est peut-être pas à la hauteur des espérances de ses électeurs de 2017, donc c'est là-dessus qu'il va falloir qu'il travaille. Mais en tout cas, c'est le grand favori de ce scrutin, on le voit dans les sondages. Il serait quand même logique qu'il soit au second tour, ça serait, sauf affaire Fillon ou je sais pas, une grande catastrophe au dernier moment, juste avant l'élection, Emmanuel Macron devrait être au second tour. Alors, deuxième enjeu, évidemment, c'est pour le bloc de gauche. Donc, on a plusieurs candidats à gauche, évidemment, Yannick Jadot pour les écologistes, Anne Hidalgo, la maire de Paris, pour le Parti socialiste, Fabien Roussel pour le Parti communiste. Je ne vais pas citer, mais évidemment, il y a Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, des candidats qui vont faire des scores beaucoup plus faibles, mais qui sont quand même dans le jeu. Et bien évidemment, le grand favori de ce bloc de gauche, Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise. Et là, on voit que quand même pour la première fois, même si ça s'était déjà passé en 2017 avec Benoît Hamon qui avait fait 6%, c'est la première fois qu'on a une gauche qui est quasiment explosée façon puzzle, quoi. On a quand même une gauche qui n'a plus vraiment de repères, avec finalement un parti socialiste qui est extrêmement affaibli, un parti écologiste qui aurait pu bénéficier malheureusement du réchauffement climatique, de tout ce qui tourne autour de l'environnement, mais qui n'arrive pas du tout à imprimer ses idées. Et puis un Jean-Luc Mélenchon, c'est son dernier barreau d'honneur, c'est sa dernière candidature sans doute, et donc lui qui profite de tout ça pour essayer finalement d'attirer le vote utile derrière lui. Donc lui devrait être dans le trio de tête ou dans les 4 premiers, ça c'est sûr. Et ce qui est sans doute risqué pour la gauche, c'est qu'on devrait avoir une grande recomposition. Alors c'est peut-être bien pour eux d'ailleurs, mais les partis traditionnels type Parti socialiste ne devraient plus exister après ce scrutin. Donc on aura sans doute une grande recomposition à l'issue de ce scrutin présidentiel. Alors troisième enjeu, évidemment, le vote à l'extrême droite. Qu'on pourrait appeler plutôt les extrêmes droites, parce qu'il y en a deux, et ça c'était pas arrivé aussi depuis la candidature de Bruno Maigret face à Jean-Marie Le Pen à l'époque. Là on se retrouve avec donc Éric Zemmour qui est un petit peu le petit nouveau de ce scrutin, ancien polémiste, ancien journaliste qui arrive dans la course et qui finalement arrive à faire plutôt des bons scores, en tout cas selon les sondages. Et puis de l'autre côté, on va dire l'habituée de ce scrutin présidentiel, Marine Le Pen, qui elle alors a un vrai socle, parce qu'elle arrive à finalement alors non pas titiller Emmanuel Macron parce qu'elle en est quand même hyper loin, mais à rester quand même en deuxième position et à conserver son électorat malgré toutes les défections, tous les ralliements
qui étaient des députés, comme de grands élus du Rassemblement national qui sont partis chez Éric Zemmour. Donc voilà, une espèce de combat à deux pour les extrêmes droites. Et là aussi, il risque d'avoir une recomposition après parce qu'il n'en restera qu'un. Et avec un enjeu évidemment politique très important derrière, d'union des droites. C'est ça que veut faire Éric Zemmour, avec notamment Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen. Donc voilà, donc un scrutin avec deux extrêmes droites et sans doute en ligne de mire une recomposition des droites avec Valérie Pécresse qui est un petit peu spectatrice, on va dire, de tout ça. Donc à voir ce qui peut se passer, mais en tout cas, là, évidemment, je ne mets pas Valérie Pécresse dans les extrêmes, hein, mais c'est trois candidats de droite. C'est un petit peu comme la gauche, il devrait avoir une recomposition après scrutin. Et donc quatrième enjeu évidemment, l'abstention, premier parti de France, et pour la première fois ça devrait être malheureusement un record d'abstention. En tout cas c'est ce que les instituts de sondage disent là aussi. Il y a des sondeurs là qui ont justement fait des enquêtes sur des Français avec des échantillons assez importants. Et on voit notamment chez les jeunes, mais ça c'est pas une surprise, que le scrutin passionne pas les foules, mais il ne passionne pas non plus les foules chez les autres catégories d'âge, où en fait on a finalement une actualité qui est marquée par le Covid-19 et par la guerre en Ukraine, et du coup une élection présidentielle qui n'arrive pas du tout dans les débats en famille, entre amis, à l'école, au travail. On parle très peu de la présidentielle, on parle encore moins des programmes des candidats, et on est marqué, mais ce qui peut être logique, par ce conflit en Ukraine, qui est un conflit quand même inédit depuis 1945 pour l'Europe. Et donc une élection présidentielle et ces enjeux qui passent complètement à côté finalement du quotidien des Français. Donc l'abstention, le risque c'est qu'elle dépasse même le record de 2002 où pour la première fois l'extrême droite était arrivée au second tour avec Jean-Marie Le Pen. Je crois que c'était 28% d'abstention, et là la barre fatidique des 30% pourrait être dépassée, on ne l'espère pas, mais en tout cas c'est ce que certains prévisionnistes en tout cas estiment, et voilà. Et donc en tout cas il y a un vrai risque d'abstention record pour ce scrutin.